Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tout petit peu de silence. Donc je me présente Pascal Safache, c'est moi qui serai votre animateur aujourd'hui, enfin l'animateur de la manifestation qui nous réunit aujourd'hui. Donc Thomas Pesquet va arriver d'ici 2-3 minutes. Donc je vais vous demander deux choses. La première qui est très importante, c'est de bien vouloir mettre vos téléphones en mode avion, par pure correction pour que ça ne se mette pas à sonner de façon impromptue, et ce serait quand même désagréable, d'autant qu'on est en direct sur le Facebook Live de l'université, vous le savez. Et deuxièmement, je vais vous demander de l'accueillir comme il se doit, parce qu'en fait, il a, chaleureusement, j'entends par là, pourquoi? Parce qu'il a accepté vraiment, mais sans faire la moindre difficulté, de s'arrêter à l'Université des Antilles, alors qu'il n'était nullement obligé de le faire. Et vraiment, dès qu'on l'a sollicité la première fois, ça a été un oui tout de suite. Et franchement, après, ça a été extrêmement fluide à organiser. Donc, bon, pour toutes ces raisons, je vous demande donc de l'accueillir chaleureusement. Il sera là d'ici 2 petites minutes. Voilà. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie pour cet accueil si chaleureux. Bien, je vous remercie vraiment pour cet accueil si chaleureux. Je crois que notre invité le mérite. Donc écoutez, avant de lancer officiellement, parce que Monsieur le Président de l'Université des Antilles va ouvrir officiellement cette masterclass, la masterclass de Thomas Pesquet, je vais me permettre en son nom de remercier un certain nombre de personnes, de personnalités qui nous accompagnent aujourd'hui. Je vais tout d'abord remercier le général Vaquette, qui est le général Vaquette, qui est le commandant de la Légion de gendarmerie de Martinique, qui est présent. Merci, mon général, d'être présent à nos côtés. Madame la rectrice, je ne sais pas si elle est présente ou son représentant, merci d'être dans nos murs et merci d'être à nos côtés. Monsieur le Président de l'Université des Antilles, qui de toute façon va introduire la manifestation, merci de nous avoir permis de mener à bien ce projet. Merci, professeur Michel Geoffroy.
Et nous tenons à remercier aussi, bien évidemment, le représentant de la mairie de Schellcher, mairie, donc, c'est une ville universitaire, pour son soutien indéfectible. Nous remercions aussi M. Émile Bidou, le président du club de découverte des sciences astronomiques, pour l'exposition que vous avez pu voir dans le hall. Merci, M. Bidou. Et enfin, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui ont des responsabilités importantes dans cette salle, merci d'être présentes et merci donc de nous honorer de votre présence, parce que l'invité le mérite. Moi, je vais juste, si vous le permettez, remercier une dernière personne, c'était pas prévu, mais il faut le faire. C'est monsieur... Ah, vous voyez, j'ai un trou, hein, comme quoi, ça arrive. C'est monsieur Gérard Esclène qui nous regarde via le Facebook Live. Monsieur Esclène, en fait, que je vous explique, Monsieur Esclène, c'est un monsieur qui est un professeur de physique qui est à la retraite maintenant depuis un certain nombre d'années, et c'est un passionné d'astronomie, un passionné d'images satellitales. Et ce monsieur, c'est grâce à lui que cette manifestation aussi peut se tenir. Ça a été un proche de Patrick Baudry à l'époque, de l'astronaute français, et c'est grâce à lui que j'ai eu les contacts me permettant aujourd'hui, je ne dirais pas de vous offrir Thomas Pesquet, mais en tout cas qu'il soit présent. Voilà. Donc merci Monsieur Esclène, je sais que vous nous regardez, vraiment merci pour tout ce que vous avez fait pour cette manifestation. Voilà, on va ouvrir maintenant officiellement cette manifestation. Je vais demander à Monsieur le Président de l'Université des Antilles, Monsieur le Professeur Michel Geoffroy, de bien vouloir nous rejoindre à la tribune. Monsieur le Président, cher Michel, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas, je serai bref. Je vais laisser la place à Monsieur Pesquet, bien sûr. Donc, Madame la rectrice ou son représentant, Monsieur le représentant de la CTM, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs les vice-présidents de l'université, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers étudiants, chers collègues, cher Monsieur Pesquet, l'Université des Antilles a l'immense honneur d'accueillir sur le campus de Schellcher Monsieur Thomas Pesquet, spationaute français de l'Agence spatiale européenne, premier français et 4e européen à avoir commandé la Station spatiale internationale. Quelle véritable opportunité pour notre université, fleuron de l'enseignement supérieur français dans les Amériques, que de vous accueillir ici, en Martinique, Monsieur Pesquet, après votre mission dans l'espace. En effet, ces 6 mois qui suivent votre retour sont un temps précieux de collecte scientifique qui participe indéniablement au progrès de la recherche et de l'intensification de notre connaissance de l'espace. Votre présence aujourd'hui, dans le cadre de cette masterclass d'envergure que vous animerez cet après-midi, est un symbole fort, car l'Université des Antilles a à cœur de prendre pleinement part à l'essor de la recherche et imprimer sa marque scientifique dans le dynamisme français et international. Cette masterclass est ainsi une occasion précieuse d'en apprendre davantage sur la Terre et sur notre environnement spatial immédiat. Votre regard mis en image, ces vues de l'espace, la narration de vos aventures spatiales seront, à n'en pas douter, un voyage d'exception offert par vos soins à notre communauté universitaire des Antilles. Parce que, comme l'indique Saint-Exupéry dans un autre conte mythique, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Votre aventure spatiale nous rappelle que les choses les plus importantes sont celles que l'on ne peut pas voir, celles que l'on ressent, celles que l'on vit. L'Université des Antilles se réjouit de ce partage à venir que vous nous offrez sur votre expérience, mais aussi de cette expérimentation du savoir avec le cœur. La communauté universitaire vous a suivi avec un vif intérêt en appréciant notamment les magnifiques clichés de la Martinique et de la Guadeloupe pris depuis la station spatiale. Et d'ailleurs, je dois saluer les 2 collègues à l'initiative de ce projet, Madame Marie-Ange Bison, la responsable administrative qui est quelque part ici, de la Faculté des Lettres. La voilà. Qui vous admire profondément et a émis le souhait de votre venue à l'université, et Monsieur le professeur Pascal Safage qui s'est exprimé tantôt, qui est ici, qui a rendu possible ce vœu en lien avec votre collaboratrice, Madame Adélaïde Thomas, qu'on remercie grandement, qui se cache là-bas. Merci également au vice-président du pôle Martinique, qui se cache ici.
Et à tous les membres de cette équipe engagée qui s'est investie avec passion afin de préparer votre venue. En Martinique comme en Guadeloupe, nous continuerons à vous suivre avec attention lors de votre prochaine mission, nous l'espérons, sur la Lune. Encore merci, Monsieur Pesquet, de votre présence et de votre intérêt pour notre université. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une enrichissante masterclass avec Monsieur Thomas Pesquet. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais maintenant passer la parole à Madame Marie-Ange Bison. Est-ce que Madame la rectrice est présente? Non. Son représentant non plus. Donc, écoutez, je vais passer la parole à Madame Bison, qui va juste vous présenter, avec le cœur, bien évidemment, la biographie de Thomas Pesquet. Et ensuite, je lui céderai, bien évidemment, la parole. Merci, Monsieur le Professeur. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai donc le privilège de présenter très succinctement la biographie de Monsieur Thomas Pesquet. Ça commence bien. C'est l'émotion. Alors, Thomas Pesquet est astronaute de l'Agence spatiale européenne. Après des études en Normandie, puis à l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse, il travaille d'abord en tant qu'ingénieur aérospatial en Espagne, puis au Centre national d'études spatiales à Toulouse, avant de devenir pilote de ligne. En 2009, à l'issue d'une sélection drastique, il est le plus jeune des 6 Européens désignés pour former la nouvelle promotion du corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Sa formation d'astronaute l'amène à développer des compétences dans des domaines aussi variés que la médecine, la science des fluides ou encore le génie des matériaux. Sa première mission à bord de la Station spatiale internationale, Proxima, a duré 196 jours, de novembre 2016 à juin 2017, correspondant à plus de 3000 orbites autour de la Terre. Dans l'attente d'être assigné à une deuxième mission, Thomas Pesquet a ensuite régulièrement piloté l'avion 0G de Novespace, permettant à des fins de recherche de recréer les conditions de l'impesanteur lors de vols paraboliques. Sa deuxième mission Alpha, toujours à bord de la Station spatiale internationale, a duré 199 jours, soit du 23 avril au 9 novembre 2021. Il effectue alors 4 sorties extravéhiculaires supplémentaires et devient ainsi l'Européen avec le plus d'expérience dans ce domaine. Ce nouveau séjour le voit également devenir le premier commandant français de la Station spatiale internationale et battre le record du nombre de jours passés par un Européen dans l'espace en cumulé. À bord de la station spatiale, le travail de Thomas Pesquet a consisté à réaliser des centaines d'expériences scientifiques allant de la biologie à la neurologie, tout en participant au bon fonctionnement de la station et de ses laboratoires internationaux. Sur son temps libre, il a documenté avec assiduité pour le grand public sa mission spatiale et sa vision de la planète, profitant de l'impact démultiplié des réseaux sociaux pour démystifier sa profession et alerter depuis l'orbite basse de la Terre sur les effets du changement climatique. Il est ambassadeur de bonne volonté de la FAO et parrain de l'association Aviation sans frontières. J'espère que je ne me suis pas trompée. Merci Madame Bison. Écoutez, il nous reste maintenant à passer la parole à Thomas Pesquet. Donc on va projeter le film qu'il souhaite commenter. Et donc maintenant, écoutez, l'amphi est tout à vous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le Président, Madame la rectrice n'est pas arrivée, mon général, messieurs, dames, les vice-présidents, les professeurs et à tous et à toutes, un grand bonjour cet après-midi. Je suis vraiment ravi d'être là à la Martinique, passer un petit peu de temps avec vous. On s'était...
Décidément, on est sur un timing. Quand je vous frappe sur l'épaule, on lance le film. Moi, je m'étais promis de venir ici pendant la mission. On avait pris plein de photos. Moi, j'avais pris évidemment des photos de la France, mais de la France dans toute sa diversité, pas que la métropole, aussi les Outre-mer et tous les endroits où je pouvais pointer mon appareil photo. J'étais déjà venu ici plusieurs fois avant, pas en tant qu'astronaute, on va dire, mais on s'était dit, allez, on ira en Martinique, on essaiera de faire un événement. Il y a eu des très bons événements qui ont été faits, notamment pendant la fête de la science en novembre, un événement qui s'appelait DICAR à Thomas Pesquet, qui est un petit peu, voilà, un peu mégalomane, mais beaucoup de vraiment bon boulot qui a été fait, notamment par le CIO Nord-Atlantique. Plein d'élèves ont participé à cet événement. Et on va essayer de les rencontrer, pas tous, c'est difficile de rencontrer tout le monde, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est quand même, après avoir interagi avec les gens sur les réseaux sociaux, c'est essayer d'interagir avec les gens en vrai, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'on est là, entre Washington et Kourou. On sera lundi à Kourou et ensuite on rentre en Allemagne. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps. Ce qu'on vous a préparé, c'est un petit film d'une trentaine de minutes qui revient sur cette mission, ma deuxième, qui s'est déroulée l'année dernière. C'est peut-être un support pour provoquer vos questions. Le plus intéressant, je pense, c'est qu'on échange ensuite. Donc on sera là pour répondre à vos questions pendant je ne sais pas combien de temps, mais tant qu'il y aura des questions. Et sans faire plus d'introduction, si vous êtes prêts, nous allons lancer le film. Alors cette mission, on l'a appelée Alpha, vous l'avez vu, ma première s'appelait Proxima, c'est des noms d'étoiles qui sont proches de la Terre. C'était un concours qu'on avait lancé auprès des jeunes, de tout le monde qui voulait participer, en France notamment. Et cette mission, comme toutes les missions spatiales, elle commence à l'entraînement. Évidemment, tout ça c'est moins visible pour les gens, mais il y a des années d'entraînement pour chaque mission. Celle-là, c'était ma deuxième, donc c'est un tout petit peu plus vite. J'ai fait un peu plus d'1 an. Première mission, presque 7 ans d'entraînement. Et l'entraînement, ça consiste en quoi? Ça consiste à s'approprier, en fait, apprendre tous les systèmes de la station spatiale, donc le système de conditionnement d'air, le système de propulsion, le système de navigation. Évidemment, on est censé les utiliser, mais on est aussi censé savoir les réparer. Quand il y a quelque chose qui casse dans la station spatiale, on est tout seul, on ne peut pas appeler évidemment aucune aide extérieure. L'entraînement, ça sert aussi à faire face aux situations d'urgence. Il y en a 3, les 3 principales à bord de la station. Le départ de feu, là on voit utiliser un extincteur. Dépressurisation, donc un trou dans la coque, on perdrait notre atmosphère, et puis quelque chose de toxique qui se répandrait dans l'air de la cabine. Ça, c'est 3 situations dangereuses pour lesquelles on s'entraîne à réagir très rapidement. L'entraînement, c'est aussi l'entraînement pour les sorties extravéhiculaires. Alors, sortie extravéhiculaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va sortir du véhicule, de la station spatiale dans notre cas. Alors, sortir, évidemment, dans l'espace, ça se fait pas comme ça, hein. Il n'y a pas d'air à respirer. Température qui varie de plus 150 à moins 100 à peu près, suivant si on est au soleil ou à l'ombre. Donc c'est des sorties qui se font au moyen d'un scaphandre, 175 kg, on s'entraîne sur le dos, on s'entraîne en piscine, parce que la flottaison nous permet de simuler en fait l'effet d'impesanteur. Une grosse partie de l'entraînement, c'est aussi l'entraînement sur la capsule qui va nous amener à la station spatiale en fait. Pour ma première mission, c'était le Soyouz russe, donc entraînement à la Cité des Étoiles, j'ai passé 76 semaines, je les ai comptées, et surtout l'hiver, et cette fois-ci c'était chez SpaceX, donc en Californie. On en a passé moins parce que le véhicule est plus automatisé, mais quand même un certain nombre de semaines pour apprendre à maîtriser toutes les situations d'urgence qui peuvent se présenter, savoir y réagir et y faire face.
On se repose sur l'eau avec le Dragon, ce qui n'était pas le cas avec le Soyouz où on se reposait sur Terre. Hein. Et évidemment, en cas de retour anticipé, en cas de retour d'urgence sur Terre, on peut tomber à peu près n'importe où. Il faut être capable de survivre jusqu'à ce que les forces de sécurité nous récupèrent. Et ça donne lieu à des stages de survie essentiellement en milieu marin dans le cas du Dragon. Station spatiale internationale, on a dit, donc l'entraînement se déroule dans les centres des différents pays partenaires. Donc on a dit la NASA, vous avez vu à Houston au début. Ici, on se trouve en Russie, à la Cité des Étoiles. Il y a une grande partie de la station spatiale qui a été fabriquée en Russie. C'est pour ça qu'il faut apprendre le russe. D'ailleurs, ça fait partie de la formation d'astronautes. Et on a notamment un bras robotique que vous me voyez opérer sur ces images, qui a été fabriqué par l'Agence spatiale européenne, mais qui se trouve côté russe. Agence spatiale européenne, on en parlait, c'est moi, c'est mon employeur. Hein. Et nous, notre centre, il est à Cologne, en Allemagne. Donc c'est là qu'on a, vous voyez, un peu quelques modules et puis pas mal d'installations d'entraînement. C'est là où on va s'occuper, où on va apprendre, où on va s'approprier essentiellement les expériences scientifiques. On a des installations de recherche à un côté européen à bord de la station spatiale, un module qui s'appelle Columbus. Et c'est là que vraiment, on va apprendre les protocoles, les équipements. On a les scientifiques qui viennent nous apprendre comment réaliser ces expériences, dont parfois on est nous-mêmes le cobaye. L'entraînement, c'est assez scolaire en fait. Vous voyez, c'est 2 heures de russe, 2 heures de sciences, 2 heures de sport à peu près. Et tous les jours, on essaie de se mettre en forme. L'idée, c'est que le vol spatial, évidemment, c'est un peu difficile pour la santé. Il va falloir résister aux accélérations, aux chocs du décollage, de l'atterrissage, des sorties extravéhiculaires. Et puis surtout, on va perdre pas mal de masse osseuse, de masse musculaire. Donc, il faut être le plus en forme possible en partant pour être le plus en forme possible en rentrant. Voilà, donc vous avez vu, on vient de passer ensemble un peu plus de 12 mois, 14 mois là d'entraînement, ça va vite, et un beau jour d'avril 2021 avec mon équipage, vous voyez Shane Kimbrough, Megan McArthur, Aki Hoshide à droite, collègue japonais, et moi-même à gauche, on s'est retrouvés prêts à partir pour ma deuxième mission dans l'espace. Alors ça c'était notre vaisseau, 70 mètres de haut, hein, une fusée SpaceX, donc il faut voir quand même 70 mètres, ça fait un certain nombre d'étages. Et quand on est tout là-haut, déjà rien que la hauteur, c'est quand même un petit peu impressionnant de se retrouver sur la pointe d'une fusée à 70 mètres de haut. On est aidé par tout ça, ces employés de chez SpaceX, on les appelle les ninjas parce qu'ils ont quand même l'air de ninjas dans leur combinaison noire. C'est devenu un peu une blague, mais le terme est resté. Et puis voilà, on a dit au revoir à nos familles, un moment un peu solennel évidemment. Eux regardent le lancement de l'extérieur, moi toute ma famille, mes amis étaient là à Cap Canaveral. Et puis on se retrouve, le bras d'accès à la fusée se rétracte. Et puis le compte à rebours s'égrène dans la nuit jusqu'au décollage, je vous laisse en profiter. 4, 3, 2, 1, 0. Copy, 1 Alpha. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez vu sur YouTube ou à la télévision, mais en direct, en vrai, c'est la chose la plus spectaculaire qu'on puisse voir, un lancement de fusée. Hein. Ça fait trembler la Terre, le son est tellement fort qu'on ne peut pas se parler, ça illumine la nuit, vous voyez, on se croirait presque en plein jour. Bizarrement, c'est plus spectaculaire de l'extérieur que de l'intérieur. Nous, de l'intérieur, on est un peu écrasé, on a des vibrations, mais ce qu'on fait, c'est suivre le déroulement du vol sur notre panneau de commande, comme on l'a fait 1000 fois au simulateur, en quelque part. C'est un peu plus impressionnant de l'extérieur. Ça accélère quand même pas mal, on est un petit peu écrasé. 4G au maximum dans la phase de décollage. Voilà, donc vous avez vu, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, ça va très très vite. On était déjà à 5000 km/h, à 52 km d'altitude. Là, on est à 192 km d'altitude à peu près. Un avion ligne, c'est 10 km. Donc 192 km, c'est quand même un peu haut. Et on va à 28 000 km/h. C'est la vitesse qui nous permet de rester en orbite autour de la Terre. En fait, on est lancé comme un boulet de canon. Et puis, on va tout simplement tomber autour de la Terre en vol balistique. Hein. Donc c'est un vol un peu inerte. Une fois qu'on a cette vitesse-là, c'est plus la peine d'accélérer, on n'a plus besoin de moteur, on va continuer à tomber autour de la Terre. Et là, après 9 minutes d'accélération, tout devient très très calme, tout flotte. Donc c'est 9 minutes très très intenses, dynamique, accélération, vibration, et tout d'un coup, paf, ce truc très très doux, un peu comme dans un rêve. Voilà, au bout de 24 heures, on a eu quand même une ou deux aventures en montant, je vous raconterai ça tout à l'heure éventuellement. Et au bout de 24 heures dans le Crew Dragon, on s'est retrouvé à s'arrimer à la station spatiale. Et à rentrer, retrouver nos camarades de l'expédition 64, le 64e équipage de la station spatiale. Depuis 2001, de manière ininterrompue, il y a eu des hommes et des femmes dans l'espace. Et nous, on était le 65e équipage, donc expédition 65. On se connaît tous très bien, vous voyez,
On se connaît depuis des années, on a travaillé ensemble. Pour certains, on a déjà volé ensemble. Hein. Oleg Novitsky, qui est là au premier plan, avec la chaîne en or qui flotte autour du cou. C'était mon commandant de Soyouz pendant la première mission, donc on se connaît très bien. On a passé 200 jours dans l'espace déjà. Et voilà Victor Glover qui est là-haut. Le hug à l'envers, c'est pas génial parce qu'on se retrouve sous les aisselles en fait. C'est ça qu'on est en train de se dire. C'est un peu ça le commentaire qu'on s'est fait une fois que. Donc on a essayé de pas le refaire après. Et voilà. Et très rapidement, on était un équipage de vétérans en fait. Tout le monde a déjà eu une mission dans l'espace ou deux. Donc on s'est mis au travail tout de suite. Normalement, il y a un petit temps d'adaptation parce que les gens parfois peuvent être un peu malades ou on découvre en fait cet environnement. C'est pas facile de savoir comment ça va être et comment on va réagir avant de s'y être retrouvé soi-même. Il peut y avoir un petit effet mal de mer, mais nous on a commencé directement à travailler. Beaucoup de maintenance, on le disait tout à l'heure. On répare les choses nous-mêmes, on entretient les choses nous-mêmes. On a à peu près 25% de notre temps qui est dédié à faire en sorte que la station spatiale marche bien pour qu'on puisse l'utiliser. Dans tous les environnements extrêmes, c'est pareil. Sur un bateau, c'est pareil. Dans une base en Antarctique, c'est pareil. Un système qu'il faut entretenir régulièrement, c'est aussi le corps humain, tout simplement. On l'avait dit, perte de masse musculaire, perte de masse osseuse, tout est tellement facile à bord de la station spatiale, on flotte, etc., qu'on ne se sert pas des muscles dont on se sert, même sans le savoir, sur Terre. Et donc pour pas revenir en trop mauvais état, tous les jours on fait 2h30 de sport, 1h30 de musculation avec cette machine un peu bizarre, mais qui a le bon goût d'être juste au-dessus de la cupola, donc nous donner une vraiment très bonne vue sur la Terre pendant qu'on est en train de faire des répétitions. Et 1 heure de cardio, soit sur le tapis roulant, soit sur un vélo. Voilà, pour se requinquer après un peu de sport, une pizza. Non, pas du tout. Ça c'est juste pour dire que la station, c'est un lieu de vie en fait. On y travaille tous les jours, mais aussi par nature, évidemment, on y passe tout notre temps. Et du coup, on essaie de recréer une ambiance un peu familiale. On a eu une soirée pizza qu'on voyait tout à l'heure. On a eu des repas français. Il y a eu le 14 juillet, donc moi j'ai eu à cœur de leur faire un peu de la nourriture française. On a eu de la nourriture japonaise par mon collègue Aki, l'agence spatiale japonaise, et puis de temps en temps un anniversaire. On a eu l'anniversaire de Shane, on lui a mis des banderoles pendant la nuit pour que le matin quand il se lève, il a un peu une surprise. On avait gonflé des ballons aussi, il y avait des ballons à bord de la station spatiale, on les a trouvés. Et voilà, et là je vous fais un peu visiter, je vous fais le tour du propriétaire. Alors vous voyez, tout ça c'est en 3 dimensions en fait. C'est assez facile au début de se perdre, ou du moins de se tromper de direction. Là, je vous mets la pièce préférée de tout le monde, c'est les toilettes. Il y a toujours une question sur les toilettes, donc comme ça, voilà, je vous l'ai mise. Et vous voyez, maintenant, il y a 2 systèmes de toilettes à bord de la station spatiale. On en a installé un nouveau, c'était quand même une grande gloire pour notre expédition d'avoir installé un 2e système de toilettes à bord de la station spatiale. Et vous voyez, tout ça, ça se passe en 3 dimensions. Donc, il y a des modules qui pointent vers le haut de la station. Enfin, le haut, le bas, c'est un peu relatif, évidemment, mais il y a des modules qui pointent vers la Terre, d'autres sur les côtés, en avant, en arrière, vers le haut. Et du coup, quand on passe un sas, il y en a qui se ressemblent beaucoup. Parfois, au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est facile de se perdre et d'aller dans la mauvaise direction. Mais il y a même un code couleur, en fait. Quand on regarde vers l'arrière de la station, on voit des couleurs, de manière générale. Vous voyez le vert et d'autres. Quand on regarde vers l'avant de la station, il n'y a que du blanc, normalement. C'était le design au début de la station spatiale. Le module le plus important, c'est le module Columbus, je vous en parlais tout à l'heure, extrêmement bien rangé par mes soins, s'il vous plaît. C'était vraiment pas bien rangé quand je suis arrivé, donc j'étais pas très content. Voilà, merci, quand même. Et c'est là que j'ai passé beaucoup de temps à faire des expériences européennes, mais pas que, tout le monde travaille pour tout le monde, donc j'ai travaillé pour la NASA, pour les Russes, etc. Ce que vous avez vu juste avant, le petit point qui arrivait au-dessus de la Grande Terre, c'était un véhicule ravitailleur. On en a eu 4 qui sont venus pendant la station spatiale. On est ravitaillé régulièrement depuis la Terre, donc que ce soit pour l'air, l'eau, la nourriture, les vêtements, et puis aussi beaucoup pour les expériences scientifiques, les échantillons et autres. Donc chaque fois qu'un véhicule arrive, vous voyez, c'est un peu le branle-bas de combat. Il faut le décharger, le recharger avec les choses dont on n'a plus besoin. Alors pour les grosses charges, c'est plus facile que sur Terre, c'est certain. Par contre, le problème, c'est que vous voyez, on pousse un peu les murs à bord de la station. Il y a des choses partout. Vous voyez, au fond, il y en a au plafond, il y en a dans tous les côtés. Et chaque paroi, là, vous voyez, ce mur qui a l'air un peu anodin, c'est des congélateurs. Il y en a 4x4, 16 qui peuvent descendre jusqu'à moins 80 degrés. Voilà, donc il faut s'orienter, il faut s'y retrouver, mais on a le centre de contrôle qui nous aide. Et l'activité principale, c'est la recherche scientifique, on l'a dit tout à l'heure. La recherche scientifique, c'est plein d'expériences. Il y en a certaines, on y participe à peine, on appuie sur un bouton, ça se passe à l'extérieur de la station spatiale. Il y en a d'autres où on est le sujet, donc là c'est un petit peu plus
un petit peu plus compliqué pour nous. Là, c'est une expérience de neurologie, en fait, où on étudie la force qui sert à attraper des objets en fonction de différents paramètres, et notamment la gravité, la pesanteur. Est-ce que ça change en l'absence de pesanteur? Et ça apprend aux chercheurs, en fait, comment marche le cerveau de manière un peu plus précise. On a vu les installations de la station spatiale. Je vous ai parlé de ces congélateurs, frigos, etc. Il y en a plein. Il y a des centrifugeuses, il y a des incubateurs, il y a une serre pour faire pousser des végétaux. Il y en a même plusieurs. Il y a 2 serres pour faire pousser des végétaux. Et on a vu ici, c'est une expérience technologique avec cette espèce de joystick futuriste en utilisant la réalité virtuelle où on contrôlait un rover à distance avec un retour de force. Et ça, c'est des scénarios d'exploration pour la suite, en fait, de l'exploration spatiale quand on ira plus loin. Je vous parlais de la serre tout à l'heure. Voilà ce qu'on a fait pousser. Ça a pris 3 mois pour faire pousser ça. C'était des piments qui étaient très bons. On a eu le droit de les manger. Par contre, ils étaient super forts. On n'était absolument pas prêts du tout. Surtout après des semaines à manger des choses qui n'ont pas trop de goût. Tout d'un coup, on était super content d'avoir du frais, mais par contre, on s'est fait un peu mal. Voilà, la recherche continue, on en parlait. Vous voyez ici une recherche sur la physique des fluides. 200 expériences à peu près. On avait 12 nouvelles expériences qui étaient françaises pendant cette mission. Ça, c'est l'une d'entre elles. Vous voyez les caméras, on est toujours suivi à la radio par le centre de contrôle, parfois filmé pour qu'eux puissent nous aider. En fait, nous, on n'est pas spécialistes de tout, évidemment. Il y a trop de domaines différents. Mais pour chaque expérience, on a les spécialistes qui sont au sol et qui sont là pour nous assister. On dirait une pomme de douche ou un rétroviseur de voiture, je pense. Mais en fait, cette poignée a créé des ondes acoustiques qui permettaient de capturer un petit objet qui flottait et de le déplacer sans le toucher. Donc évidemment, ça marche beaucoup mieux en apesanteur, mais à terme, sur Terre, on voudrait se servir de cette technologie-là pour pouvoir déplacer les objets sans les toucher. Évidemment, ça permet de ne pas contaminer des choses en temps de pandémie. C'est des thèmes qui sont importants. Voilà, donc, sans transition, on a eu aussi quelques activités un peu plus sympas. On a eu les Jeux Olympiques pendant la mission. Donc, au sol, les Jeux Olympiques de Tokyo. Et nous, on a eu nos propres Jeux Olympiques. Vous avez vu un peu avant la gymnastique hors sol, parce qu'évidemment, il s'agissait de faire une chorégraphie, mais sans toucher le sol. Et là, maintenant, vous voyez la flottaison synchronisée, qui est un peu comme la natation synchronisée, mais sans eau. Vous voyez, une chorégraphie magnifique qui nous a valu une médaille d'or, vous en doutez. Ça, c'était un samedi après-midi. En fait, Aki Yoshide, astronaute japonais, avait amené la flamme olympique des Jeux de Tokyo et ensuite m'a passé symboliquement la flamme olympique, parce que les prochains Jeux, vous le savez, seront à Paris. Donc il y avait un petit symbole et puis nous, ça nous a permis un samedi de créer un peu de camaraderie au sein de l'équipage. Voilà, retour au travail très rapidement, évidemment. On a eu un nouveau module, c'est assez rare pour être souligné, à bord de la station. La station n'avait pas changé depuis un moment, mais on a eu un module russe qui s'est arrimé avec 20 tonnes de matériel au mois de juillet, et c'est le dernier module en date à bord de la station spatiale. Un gros morceau, c'est, vous en doutiez, les sorties extravéhiculaires. Alors ça, c'est un peu l'image d'Épinal de l'astronaute en scaphandre avec le viseur en or qui sort à l'extérieur de la station. Au final, ça se passe pas si souvent que ça. Il y a des expéditions, pendant 6 mois, on n'en fait aucune. Et nous, là, pendant 6 mois, on en a fait 4. 4 parce qu'on devait en faire 3 initialement. Et puis la première, on n'a pas réussi à faire ce qu'on devait faire, donc on a fait 4. Mais on est allé en fait installer des nouveaux panneaux solaires à l'extérieur de la station. Les panneaux solaires vieillissent un petit peu. La station a de plus en plus besoin d'énergie parce qu'il y a de plus en plus d'expériences à réaliser à l'intérieur. Et donc ça veut dire qu'il a fallu moderniser ce système-là. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Les panneaux solaires, les anciens, ils font 35 mètres de haut. Ils sont à 70 mètres sur le côté de la station spatiale. On ne peut pas les changer aussi facilement que ça. On en a envoyé des nouveaux qui étaient enroulés. Vous voyez cette espèce d'énorme frigo que je suis en train de transporter. C'est moi sur le bras robotique, là, attaché par les pieds. Il fait à peu près 4 mètres de long, 375 kilos. Et en fait, on est allé installer ça tout au bout de la station spatiale, tout à gauche dans notre cas, enfin à bâbord comme on dit, parce que c'est un peu comme un bateau. Et là-bas, c'était le Far West en fait. Personne n'y était jamais allé depuis longtemps. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'endroits pour se tenir. C'était pas l'endroit préféré de personne en fait. Et on a eu cette première sortie pour amener ce panneau solaire avec le bras robotique, donc piloté de l'intérieur de la station par Megan. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il s'adaptait pas. En fait, les interfaces avaient été mal calculées. On pouvait pas l'installer là où c'était prévu de l'installer. Donc, il a fallu le sécuriser, rentrer à l'intérieur de la station. Tout le monde s'est un peu retourné à son pupitre. On a trouvé une stratégie. On est ressorti
Et la deuxième fois, eh ben, on a réussi à le dérouler. Vous voyez, ça c'est en accéléré, hein, ça va moins vite, mais vous voyez, nous on est les tout petits trucs au pied du panneau solaire. Celui-là fait 17 mètres, les autres 35. Voilà, donc on a installé 2 nouveaux panneaux solaires. Ça nous a pris quand même 3 sorties extravéhiculaires de 7 heures. C'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Il n'y a même pas de question. Et à la fin d'une sortie extravéhiculaire, là, on rentre tranquillement dans le sas. Vous voyez, on est attaché avec un petit fil là pour la sécurité. Et on est content de rentrer, hein, ce que je peux vous le dire. Après 7 heures de sortie, le scaphandre il s'oppose au mouvement. En fait, il est pressurisé. Donc, si vous soufflez dans un gant, la position c'est à peu près main tendue. Donc, chaque fois que vous devez attraper quelque chose, c'est comme écraser une balle de tennis. En fait. Chaque fois que vous bougez les bras, ben, vous vous battez contre le scaphandre. 175 kg de fer, je veux dire que c'est toujours le scaphandre qui gagne, hein. Ça c'est sûr. Donc il faut faire attention à ces mouvements, il faut s'économiser, il faut un petit peu d'expérience, et puis il ne faut pas avoir peur du vide. 4e sortie extravéhiculaire, ça c'était pour installer un nouveau système. Vous voyez, c'est un peu le paratonnerre de la station avec l'espèce de boule dorée là. Je ne vois pas d'autre manière de le décrire, c'est quasiment ça. Pas pour les éclairs, mais pour le potentiel électrique. Et on est allé l'installer avec mon collègue japonais. Vous voyez le petit drapeau japonais sur sa manche, Aki. Et c'était la première sortie où il y avait 2 non-américains, non-russes. En fait, c'était jamais arrivé dans l'histoire. On l'a pas vraiment fait exprès, mais ça s'est fait comme ça. Donc, ça veut dire que la NASA nous faisait confiance. C'est bien. Et voilà, au retour, vous voyez à peu près la dimension du scaphandre. Hein, c'est assez énorme par rapport à mes collègues qui restent à l'intérieur, dont le rôle aussi, évidemment, est hyper important pour nous mettre dans le scaphandre, nous préparer, nous sortir, nous rentrer. Mais après une sortie extravéhiculaire, on dort, toujours. Ah si, nos collègues nous préparaient quand même du petit thé bien chaud, des trucs sympas pour quand on rentrait. Et la dernière heure de chaque sortie, quand on est super fatigué, on pensait plus qu'à ça. Avec Shane, chaque fois on en parlait, c'était le thé bien chaud quand on va rentrer à l'intérieur de la station spatiale. 2e système de scaphandre, le système russe. Il y a un système américain, un système russe. Nous, on utilise plutôt le système américain. Les Russes utilisent leur propre système et eux ont fait 3 sorties pour installer ce nouveau module. Vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, ce module. 3 sorties côté russe. Eux, ils n'ont pas de fil de sécurité en fait. Nous, on a un fil de sécurité qui se déroule. On a un petit propulseur dans le dos si jamais on devait tomber. Les Russes, ils n'ont pas ça. Ils ont 2 longes et c'est tout. Donc si jamais ils se ratent, malheureusement, c'est pas une situation d'avenir. Mais ça n'arrive jamais. Heureusement. Ça, c'était ces images-là. Vous voyez, j'ai mon beau polo bleu, c'est pas le même que celui-là, mais presque. C'était le changement de commandement à bord de la station spatiale. Donc, Aki Koshide à ma droite avait été le commandant pendant la première partie de la mission, et là, symboliquement, il me remet les clés de la station. Alors, c'est pas des vraies clés, on est d'accord, hein, parce que parfois les gens me demandent. Ça ouvre pas de porte, mais c'est plutôt un symbole. Je suis venu pour l'expédition 66, le commandant de la station spatiale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? On a eu un nouvel équipage russe qui est arrivé avec un Soyouz. Vous voyez, derrière, c'est le sas où c'est arrimé leur Soyouz à l'arrière de la station. Et on a Yulia à gauche, qui est actrice, Klim à droite, qui est réalisateur. Au milieu, Anton Shkaplerov, un cosmonaute professionnel avec beaucoup d'expérience qui les a acheminés vers la station. Et eux sont venus réaliser un film, le premier film fait à bord de la station spatiale. Ils ont filmé du soir au matin. On n'a pas encore vu les résultats parce que le film devrait sortir à la fin de l'année 2022. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont venus faire un film à bord de la station spatiale? Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est celle-là, c'est la vue. La vue, elle est absolument incroyable. On a cette fenêtre un peu panoramique qui a été faite en Europe, d'ailleurs, faite en Europe, qui s'appelle la Cupola, avec une grande fenêtre au milieu et 6 fenêtres sur le tour, et qui nous permet non seulement de surveiller ce qui se passe sur la station spatiale, comme par exemple les sorties extravéhiculaires ou les opérations de robotique, mais qui nous permet aussi d'avoir une vue imprenable sur la Terre. La station spatiale, c'est une orbite en 90 minutes, donc en 10 minutes on fait New York-Paris à peu près, et puis on peut prendre des photos générales comme celle-là. Ça c'est les Bahamas avec la Floride, hein, avec Cuba en dessous, avec des bleus incroyables. On voit ça que là-bas. Il y a des centaines et des centaines de kilomètres de sable blanc sous l'eau qui donne cette espèce de langue bleue, comme un iris un petit peu dans un œil. Ici on a la vallée du Nil et le delta du Nil, la mer Rouge derrière. Je ne sais pas s'il y en a qui étudient la géographie à l'Université des Antilles, mais on va transformer ça en quiz. Ici on a l'Arabie Saoudite avec des systèmes d'irrigation dans le désert. Ça c'est des glaciers en Patagonie. On voit bien la cassure du glacier et la glace qui tombe et ensuite qui s'en va en version mini iceberg. Ça c'est le delta du Saloum en Afrique de l'Ouest, Sénégal et Gambie.
avec les différentes nuances de bleu et puis les alluvions. Ça, c'est un marais salant ou une mine de métaux précieux, je ne sais pas exactement, parce que ça, c'était vraiment perdu au fin fond entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Ça, c'est dans le désert de l'Atacama, en Amérique du Sud. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'après, on connaît la planète un peu par cœur. Moi, en mettant la tête par la fenêtre, j'arrivais à reconnaître assez rapidement ce que ça pouvait être. Ça, c'est le mont Everest. C'est pas hyper impressionnant vu de la station spatiale, parce que toutes les montagnes se ressemblent, on n'arrive pas à savoir laquelle est la plus grande. Mais celui-là, j'ai vérifié, c'était le mont Everest. Ça, c'est la péninsule de Banks, en Nouvelle-Calédonie, mais pas du tout, en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est la ville de Doha, c'est Doha. C'est juste à côté, c'est un piège, les gens se trompent tout le temps. Ça, c'est Madrid. Madrid, ça donne toujours des belles photos parce que c'est en altitude et l'air est très très sec. Donc si on zoome sur ces photos-là, elles sont sur mon compte Flickr, hein. On peut voir les rues, hein, les gens voient leur maison. Ça, c'est Paris. Bien. Fort-de-France, non. Non, je suis désolé, j'en ai pas. Alors j'en ai pris, mais elles sont pas dans la vidéo parce que malheureusement c'est une vidéo que je montre pour tout le monde. Il faudrait qu'à chaque fois j'ajoute une photo. On a vu juste avant le mont Saint-Michel. Et là c'est un stade d'une équipe de foot. Marseille, voilà, très bien. La dune du Pilat. Et là, le golfe du Morbihan pour les Bretons. Et ça c'est Tahiti. Ouais, Bora Bora. Voilà, donc on voit plein de choses magnifiques. Ça, c'est là, on voit la Bretagne, hein, le Cotentin, la Normandie. Là-bas, c'est l'embouchure de la Garonne. Et ça, on arrive toujours de l'ouest. Hein, l'orbite de la station spatiale fait qu'on arrive toujours d'ouest en est. Donc c'est à peu près toujours ça qu'on voit en arrivant au-dessus de la métropole. Quelques photos de la Lune et des étoiles. J'en ai pris un certain nombre, mais il n'y a pas beaucoup de fenêtres qui regardent vers le haut dans la station spatiale. En fait, il y en a beaucoup qui regardent vers le bas. Il y en a qui regardent sur les côtés, mais il n'y en a aucune qui regarde vers le haut. C'est marrant. Donc même pour prendre la photo de la Lune, il faut la prendre de côté. Ça, c'est un ouragan dans l'Atlantique Sud. Ça, c'est une photo en fait où on voit dans l'œil du cyclone, hein, ce mur de nuages là, il fait 10-15 km de haut. Et ça, on a vu l'enchaînement des ouragans dans l'Atlantique Sud. On a vu, ça c'est les feux en Californie. On avait les fumées comme ça qui avançaient et qui recouvraient tout l'État. C'était hyper impressionnant, il y avait un côté un peu fin du monde. Et ça, malheureusement, c'est le feu en Europe du Sud. Là-bas, c'est la Grèce, le Péloponnèse, et ici, il y en a un autre qu'on voit moins bien, mais qui était un peu plus au nord. Voilà, donc on a vu tout ça, hein, tous ces phénomènes-là, ça se voit très très bien depuis la station spatiale, et malheureusement, ils ont tendance à augmenter avec le réchauffement climatique. Ici, c'était l'Italie. On voit des choses un peu plus sympas, on voit des aurores boréales. Ça, c'est une aurore australe, hein, en fait. Ça, c'est dans le sud, au sud de la Terre, et pas au nord. On a eu beaucoup d'aurores australes. Quelques aurores boréales sympas aussi. On vole au milieu, hein, avec la station spatiale. Hein. Donc les petits pics de vert, c'est des deux côtés de la station, c'est absolument magnifique. Hein. La photo ne rend pas du tout justice au phénomène. Voilà, 200 jours à bord de la station spatiale, enfin 199 jours, 17 heures, je ne sais plus combien de minutes, et il a été temps de rentrer à la maison, toujours en coopération avec le centre de contrôle. On ferme le sas, vous avez vu Marc Van der Heij qui était resté dans la station, qui a fermé le sas derrière nous, on réactive tous les systèmes, on se remet dans nos scaphandres. Vous voyez sur l'écran du milieu, le Dragon est encore attaché à la station spatiale pour quelques minutes, et puis ensuite on va ouvrir les crochets, on réalise notre manœuvre, et là c'est vu depuis notre Dragon qui s'éloigne vers le haut, en fait au-dessus de la station spatiale. Très rapidement, moi je suis sorti de mon scaphandre au milieu là, et j'ai pris des photos. On a fait un tour tout autour de la station, pour en fait documenter l'extérieur de la station spatiale. Ça n'avait pas été fait depuis 2011, hein. La navette faisait ça, un espèce de 360, mais le Soyouz peut pas le faire. Donc, depuis la retraite de la navette en 2011, on n'avait jamais eu vraiment de photos de l'extérieur de la station. Et donc on a fait tout le tour, ça a duré 1h30, on l'a fait très très lentement, j'ai pris 2000 photos pour les ingénieurs de la NASA pour essayer de déterminer dans quel état est l'extérieur de la station spatiale. Donc pendant que nous on prenait des photos de la station, eux nous prenaient en photo, on est en train de finir notre manœuvre, on est en train de revenir devant la station. Ensuite on va réaliser notre freinage, descendre le périgée de notre orbite, frotter dans l'atmosphère, et puis faire une courbe un peu en escargot, descendre de plus en plus vite, ralentir, plus on ralentit, plus on descend, plus on descend, plus on ralentit, etc. Au final, le ralentissement, c'est par frottement, donc on se transforme un peu en boule de feu, visible à l'œil nu, hein. Il y a des gens à la Nouvelle-Orléans avec leur téléphone portable qui nous ont filmés en train de passer au-dessus du golfe du Mexique. Et une fois qu'on a suffisamment ralenti, on ouvre les parachutes. 4, normalement, nous il n'y en a que 3 qui sont ouverts, mais ça marche quand même très bien avec 3. C'est vrai, c'est ce qu'ils nous ont dit. On s'était même pas rendu... Après coup.
Nous, on s'était, non mais honnêtement, on s'était pas rendu compte parce que le taux de descente, qui est la seule information qu'on avait, il était nominal 8 mètres par seconde. Hein. Donc quand même, cette salle, elle fait pas 8 mètres, mais par seconde, on descend quand même assez vite. Mais on tombe dans l'eau, donc ça va à peu près, quoi. Voilà, on a été récupéré par les services de SpaceX qui nous attendaient, avec des petits bateaux, vous avez vu des petits speedboats qui sont venus tout de suite nous sécuriser, et ensuite ramener Treuillet sur le bateau principal. Ça, c'est un bateau dans le golfe du Mexique. On n'est pas en grande forme, ça va, hein, mais bon, on n'a pas subi le poids de son corps, on n'a pas bougé depuis 200 jours, donc évidemment les gens prennent beaucoup de précautions avec nous. Très rapidement, depuis le bateau, hélicoptère jusque sur la côte avion pour rentrer chacun chez nous, donc mes collègues vers Houston, moi vers Cologne, en Allemagne, je vous l'avais dit. L'armée de l'air française a eu la gracieuseté de venir me chercher à Houston. Et très rapidement, on est rentré à Cologne pour être remis aux mains des différents chercheurs, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, avant qu'on se réadapte à vivre sur Terre, ils veulent avoir accès à nous, on fait des prises de sang, des prélèvements, on répète des protocoles, on court sur le tapis roulant avec des électroencéphalogrammes, etc. C'est pas forcément la joie, mais c'est le prix à payer, il faut souffrir pour la science. La suite, parce que très rapidement, en fait, cette mission, on est en train de la terminer. Là, j'ai fait quasiment les dernières activités liées à cette mission il y a 2 semaines. Et là maintenant, on peut peut-être en parler plus tard si ça vous intéresse. La suite, c'est ça. La suite, c'est retourner vers la Lune, ensuite Mars. On a un lanceur qui s'appelle SLS, on a une capsule qui s'appelle Orion. On va construire une station autour de la Lune qui s'appelle la Gateway. Et on va descendre sur la Lune de manière un peu plus durable, vraiment faire une base, y rester plus longtemps, pas juste planter un drapeau, mais utiliser les ressources in situ. Ça sera à partir de 2025, 26, 27. Ça, c'est la suite. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas endormi. En tout cas, maintenant, je suis là pour vos questions, si vous en avez. Bien, écoutez, après cet exposé extrêmement enrichissant, si vous avez des questions, alors je vous propose qu'on procède de la façon suivante pour que vous levez la main et un micro va vous être apporté de façon à ce que vous posiez vos questions. Si possible, des questions relativement courtes pour que tout un chacun puisse s'exprimer. Alors, il y a une question tout au fond. Il y a une personne qui a levé la main tout au fond et il y en a une aussi là. Alors, attendez, malheureusement, tout le monde ne pourra pas parler en même temps. On va commencer par le fond. Tout au fond, il y a une personne qui a levé la main. Et quand vous posez la question, levez-vous en fait, parce que comme ça m'aide à vous voir et c'est plus simple. Une fois que c'est parti. C'est bon? Ça, tu veux le... Et ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'il y en a un qui pose sa question, on peut donner le micro à la personne suivante, comme ça on enchaîne le plus vite possible, je pense. Vas-y, on t'écoute. Alors voilà, puisque vous avez parlé de votre mission précédente, est-ce que vous espérez aller dans une autre mission sur la Lune, sur Mars, ou les deux peut-être? Ouais, j'aimerais bien. Alors, tu as vu, on sait bien, on parle direct de ça. Le futur de l'exploration spatiale, tel qu'on l'a prévu, tel qu'on y travaille, on va continuer la station spatiale jusqu'en 2030, donc en orbite basse. L'orbite basse, c'est 400 km à peu près, entre 200 et 700 km autour de la Terre. Pendant qu'on fait ça, on va aussi préparer le retour vers la Lune. La Lune, c'est 384 000 km de la Terre, distance fixe. Donc c'est 1000 fois plus loin. C'est un peu plus compliqué quand même. Ce qu'il faut pour aller sur la Lune, c'est une grosse fusée. Tu vois, la fusée pour aller... Parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie. Tu as compris, pour se lancer autour de la Terre, c'est version boulet de canon, quoi. Donc tu as besoin de beaucoup d'énergie. Notre fusée, c'est du carburant et des moteurs. Il n'y a rien d'autre dans une fusée. Bon, un peu de système de guidage, mais bon... Les parois d'une fusée, c'est plus mince que les parois d'une canette de coca, tu vois. En perspective... en comparaison, si tu veux. Donc vraiment, c'est du carburant, des moteurs. Et ça te donne l'énergie pour te balancer autour de la Terre, hauteur et surtout vitesse. Donc en gros, une fusée de 70 mètres, ça va te donner pas mal de carburant, un peu de moteur. Donc tu vas aller, nous on va à 28 000 km/h, on a dit 8 km par seconde. Toutes les secondes on fait 8 km dans la station spatiale. Pour aller sur la Lune, il faut aller plus vite. Donc la fusée elle fait 135 mètres de haut. Donc 135 mètres de haut, ça devient complètement fou. Hein. Déjà 70 mètres de haut, c'est
allez, c'est plus de 20 étages, un immeuble de 20 étages. Je sais pas si il y a quoi comme immeuble de Fort-de-France à 20 étages? Il y a la tour de la télé, là, c'est ça, enfin, je pense. Ouais. Et bah, du coup, c'est ça. Et bah, l'autre, 135 mètres, c'est 2 fois plus grand que ça, t'imagines? C'est quand même complètement dingo. Après, une fois qu'on a ça, il faut le dernier étage de la fusée, c'est la capsule qui va nous emmener jusque là-bas. Ça existe aussi, ça s'appelle Orion. Et ensuite, il faut construire la station autour de la Lune. Donc, premier tir de cette fusée, c'est cet été, au mois de juin, n'importe quoi, au mois d'août, avec personne dedans, a priori, juste pour tester. Deuxième tir avec des gens dedans, 2 ans après, donc si c'est août cet été, août 2024, et ensuite 2025, 2026, 2027, une mission par an pour descendre sur la surface de la Lune. Donc tu vois, ça va aller vite. 2 ans d'entraînement, s'il y a une mission en 2025, ça commence en 2023, c'est l'année prochaine. Donc moi, avec mes collègues européens, on se prépare déjà pour ça, tu vois. Après, les programmes étant ce qu'ils sont, c'est tellement compliqué que souvent c'est un peu en retard. Un programme spatial, c'est rare que ça tire exactement à l'heure. Tu peux avoir 1 an, 2 ans de retard, 3 ans, mais tu vois, c'est dans ces eaux-là. Si c'est pas 2025, ce sera avant 2030, donc ça va venir assez vite, quoi. Et ouais, j'espère que moi je serai encore jeune, enfin à peu près jeune, j'ai à peu près l'âge en 2030 de retourner dans l'espace, donc tant que j'ai la visite médicale, j'espère, on verra bien. Bonjour, alors déjà pour vous remercier d'être venu jusqu'à nous et d'avoir partagé en quelques minutes cette expérience historique et scientifique unique. Ma question en fait concerne le réchauffement climatique. Quelle image vous garderez, enfin qu'est-ce qui vous a le plus marqué en termes de au niveau de ce que vous avez pu voir en termes de réchauffement climatique et des dégâts en fait liés aux dégradations de l'environnement? Et ma deuxième question serait quels sont les moments peut-être, ou 1 ou 2 moments, ou 3 peut-être, qui vous ont le plus marqué en termes de vie ensemble, en fait, de travail d'équipe, en termes de relations humaines, enfin je ne sais pas, que vous avez pu vivre en dehors de choses plus cartésiennes et scientifiques. Très bien. Écoutez, merci pour ces questions. En termes de réchauffement climatique, pour moi, il y a eu vraiment 2 moments. La première mission, là, on découvre la vue de la Terre et à quel point tout ça c'est fragile, à quel point tout ça semble tout petit et tout fragile, et que l'atmosphère c'est vraiment minuscule, c'est vraiment une bulle de savon qu'entoure la Terre. On voit les effets un peu nocifs de l'activité humaine, on voit la pollution des rivières, on voit la pollution au-dessus des villes, on voit les coupes dans la forêt amazonienne, ça on voit très très bien. Et après, on a toute une flotte de satellites qui mesurent ces effets-là de manière encore plus professionnelle. Je pense que vraiment la deuxième mission, l'image que je retiendrai, ce qui est ta question, c'est vraiment les phénomènes météorologiques violents. Tu vois, les cyclones, on a vu, mais s'enchaîner à la chaîne dans l'Atlantique Sud. Il y en avait un qui arrivait sur la côte, il y en avait un autre qui était en train de se former, et on en a vu peut-être 3 ou 4 comme ça. Et clairement, la fréquence et l'intensité de ces choses-là ont augmenté. Moi, je l'ai vu entre mes 2 missions à 5 ans d'écart. Bon, il faut faire attention de faire des conclusions scientifiques avec juste 2 points de mesure. C'est sûr que c'est pas très correct, mais en tout cas, c'est confirmé par ce qu'on peut mesurer avec des satellites, si tu veux. Vraiment, les feux de forêt l'été, ça aussi, ça augmente. Tous les étés, il y en a plus. Enfin, on va dire, globalement, il y a une tendance à l'augmentation. Et ça, moi, je l'ai vu. Et quand tu vois la dévastation que ça crée, vraiment en Californie, en Colombie-Britannique, j'ai pas mis de photo parce qu'en fait, tu vois que de la fumée. On voit de la fumée même jusqu'à dans la stratosphère. Hein. Quand on regardait sur le côté, tu voyais l'atmosphère qui, normalement, c'est vraiment une bulle de savon toute clean. Mais là, il y avait un gros trait gris sur le dessus et c'était la fumée qui était montée tellement haut qu'après, elle se fait bloquer dans l'atmosphère et du coup, ça la dessine de manière encore plus grise. Et quand tu vois ça, tu te dis, ah oui, attends, quand même, il se passe un truc, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment l'image que je garderai malheureusement. Après il y a plein d'endroits qui sont aussi magnifiques et qui ne sont pas touchés par l'homme, et tant mieux, je veux dire le milieu du Sahara, mais le milieu de l'Australie, des choses comme ça, enfin, le centre plutôt que le milieu. Moment de vie, ouais, il y en a eu plein, je parlais de l'anniversaire de Shane, mais ça c'était quand même très drôle parce qu'on a quand même des adultes très travailleurs, tout le monde est colonel ou PhD ou machin, mais parfois on redevient un petit peu des enfants. Moi je me rappelle l'anniversaire de Shane, on s'est retrouvés, moi je me suis relevé la nuit pour gonfler des ballons pour que le matin au petit déjeuner il ait un truc de bon anniversaire, et en fait je suis tombé sur Oleg, mon collègue russe, colonel dans l'armée russe, qui était en train de faire exactement la même chose, et on lui mettait des petites banderoles, etc., etc. Et ça montre vraiment un petit peu la camaraderie qu'il y a à bord de la station spatiale. On devient une famille en fait, on recrée un petit noyau familial en essayant d'avoir des petites attentions, des choses comme ça.
Il y a eu aussi une fois, je me rappelle, la première aurore boréale qu'on a vue. On s'y attendait pas, donc on n'a pas eu le temps de préparer la photo. C'est dur à prendre en photo. Tu peux pas juste prendre un appareil comme ça et photographier, il te faut un peu de préparation. Et là, c'était Megan qui était dans la cupola, qui a crié « Il y a une aurore boréale !» Donc tout le monde est arrivé, dans le noir, dans la cupola. On était 7 dedans. Et personne ne disait rien, et on regardait ce truc incroyable qui était en train de nous arriver, tous ensemble, sans rien dire, sans appareil photo. Donc ça aussi, c'est un bon moment dont je vais me rappeler. Voilà, c'est une réponse très longue, mais c'était une bonne question. Bonjour, et encore merci, du coup, pareil. Une question, est-ce que tu pourrais nous raconter, parmi les différentes expériences que tu as faites dans la station, laquelle était la plus impressionnante ou la plus prometteuse pour l'avenir, selon toi? Alors, tu sais, on en fait plein, mais... Et puis il y en a certaines, on n'a pas le droit d'en parler. Ah, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais bon, c'est recommandé de pas trop en parler, bon bref. Mais on en a fait une qui était vraiment bien sur le système immunitaire, si tu veux. En gros, on étudie... Bon, attends, je vais prendre un peu de recul. On étudie l'adaptation... alors, il y a physique des fluides, etc., physique fondamentale, mais là, on va parler plutôt physiologie, médecine. On étudie l'adaptation du corps humain à l'impesanteur, de plein de manières. Il y a une manière qui est le vieillissement. Tu vois, les effets sur le corps humain, c'est similaire. 6 mois dans l'espace, c'est 10 ans de vieillissement à peu près. On a les artères qui se raidissent, tu vois, on perd de la masse musculaire, on perd de la masse osseuse. Il y a plein de choses qui se passent qui ressemblent à l'effet du vieillissement, mais par contre, c'est réversible. Donc on a plein d'études qui regardent tout ça parce que le vieillissement réversible, si tu veux, ça fait un peu fantasmer les médecins. T'imagines si on trouvait un peu la clé de contrer les effets du vieillissement sur Terre. Il n'y a aucun moyen d'étudier 10 ans de vieillissement en 6 mois. Tu vois, il n'y a que dans la station spatiale que tu as ça. Donc on avait notamment des expériences là-dessus qui, je pense, sont assez prometteuses. On a étudié pas mal de choses sur le système immunitaire aussi. Il se passe des trucs bizarres dans le système immunitaire en impesanteur. Et d'étudier ça précisément, eh ben, ça peut te permettre d'en savoir plus, notamment en temps de pandémie, ça résonnait pas mal. On a une expérience aussi qui, je réfléchis à voix haute en fait, excuse-moi, mais qui recrée des cristaux de protéines. Les protéines, elles ont des structures de cristaux. Alors attends, il faut que je fasse attention, il y a peut-être des experts, mais et en fait de les faire en orbite, ça peut te donner une structure beaucoup plus pure, parce que sur Terre, bah, ça a tendance à s'écrouler sous son propre poids. Et en fait, d'avoir une structure beaucoup plus pure, si tu veux, l'idée, c'est que tu as un médicament qui est une clé qui va aller s'insérer vraiment au bon endroit, directement dans, par exemple, des cellules cancéreuses ou des choses comme ça. Donc il y a plein d'expériences. Le problème, c'est qu'il y en a un peu dans tous les sens, si tu veux. Donc des fois, c'est difficile, même pour nous, après, une fois que les scientifiques ont leurs résultats, parfois, ils nous donnent même pas le feedback de ce qui s'est passé, c'est un peu frustrant. Mais moi, je pense qu'en gros, pour te répondre, les expériences en médecine, c'est vraiment un peu le futur dans la station spatiale. On a fait plein de biologie, on a fait plein de physique, etc. Mais moi, je pense que ce qui vraiment va marcher dans le futur, c'est la médecine. Voilà. Question. Ah, je te vois. C'est vous qui avez bien amené le blob. Ouais, c'est moi qui ai amené le blob, ouais. À quoi il sert donc? À quoi il sert? Oui. Eh ben, en fait, à nous, il ne nous servait pas à grand-chose, mais on étudiait son adaptation dans la station spatiale. Le blob, c'est pas une vraie expérience scientifique. Si, c'est une vraie expérience scientifique, mais le thème, c'était vraiment éducation. L'idée, c'était d'avoir une démarche scientifique dans la station spatiale qui pouvait être répliquée dans des classes, en fait, pour que les plus jeunes puissent suivre et puissent faire la même expérience. Donc en gros, l'idée, c'était de voir, un blob qui est un organisme quand même un peu étrange, comment il va s'adapter à l'environnement de l'impesanteur, est-ce qu'on peut en apprendre quelque chose? Et en même temps, les élèves refaisaient ça à moindre coût, évidemment, dans leur classe. Il y a eu plein de blobs, et d'ailleurs le nôtre, il est redescendu, hein. On l'a redescendu de la station spatiale. Au début, on ne devait pas, et finalement, il y a eu tellement de succès qu'on a décidé de le redescendre, et il va être réveillé dans les semaines qui viennent, parce qu'il se met en hibernation quand tu lui donnes plus à manger, quoi. Donc notre blob de l'espace revient sur Terre, on dirait un scénario de film d'horreur, en fait. Ça va hyper mal se passer. Si vous entendez des trucs comme ça dans les semaines qui viennent, vous saurez pourquoi c'est comme ça. Lors du décollage... Attends, je te vois pas. Voilà. C'est où? Ici. Ah, ok. Lors du décollage, c'était comment? Le décollage, en fait, c'est... je t'ai dit, de l'extérieur, c'est super impressionnant. Vraiment, il n'y a rien de plus impressionnant. De l'intérieur, un peu, mais moins. En fait, tu as l'accélération... Tes moteurs s'allument, donc tu as une accélération, tu es collé sur ton siège, comme en voiture, ça t'accélère un peu fort. Et ensuite,
Ce qui se passe, c'est que cette accélération, elle va être continue pendant quasiment 9 minutes. Sauf entre les changements d'étage. Il y a plusieurs étages sur une fusée. Donc en gros, une fusée comme la nôtre, là, ça accélère de 100 km/h en 2 secondes. Une Formule 1, c'est un peu plus. Hein. Même la plus rapide des Formule 1, elle ne fait pas 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. C'est 2 secondes 2, 2 secondes 3, un truc comme ça. Donc on accélère plus vite que la plus rapide des Formule 1. Et puis surtout, on ne s'arrête pas d'accélérer pendant 9 minutes. Donc toutes les 2 secondes, tu es à plus de 100 km/h. Donc tu as vu, très rapidement, on est à 5000 km/h. Et puis à la fin, on est à 28 000 km/h. Donc c'est des vitesses de dingue. Toi, tout ce que tu sens, c'est l'accélération. Tu es collé à ton siège, ça vibre. Et puis la transition entre les étages, quand le premier étage s'arrête, tu es projeté vers l'avant dans tes bretelles. Tu as l'impression que tu vas te prendre le tableau de contrôle en pleine tronche. Et après, quand le deuxième étage s'allume, bam, tu es renvoyé derrière, tu prends un bon coup de pied aux fesses et tu recommences ton accélération. Donc c'est dynamique, c'est sympa, mais le retour, c'est mieux. Le retour, c'est encore plus chouette. Bonsoir, merci Bonsoir. pour ce moment que vous nous offrez. Ma question concerne le retour sur Terre. Une fois que vous atterrissez, combien de temps le corps met à se remettre réellement de l'effet de la pesanteur, l'atmosphère, la respiration? Est-ce que vous revivez rapidement ou est-ce que vous sentez pendant quelques semaines la difficulté? Alors, tu as vu, au sortir de la capsule, on est quand même... déjà, on est tout blanc parce qu'on n'a pas vu le soleil pendant 200 jours. Et on n'est pas en grande forme. La masse musculaire et la masse osseuse, on a vu, si on faisait rien à bord de la station, on perdrait tout ça, on serait complètement légumes en rentrant après 200 jours. Heureusement, ça, on arrive à le contrer en faisant du sport, donc on est à peu près bien. On est un peu plus faible, on a un peu moins de force, mais ça va quand même. Le gros souci, vraiment, c'est plutôt l'équilibre. Le système d'équilibre, c'est comme en bateau, en fait. Si tu veux, le mal de mer, c'est le conflit sensoriel, en fait. Ton cerveau te dit, moi, c'est ça que je vois. Ton oreille interne te dit, moi, c'est ça que je vois. Tu vois, il y a un conflit. Le cerveau, il déroule sa checklist. Première cause possible, on s'est empoisonné, donc tu vomis. C'est ça, c'est aussi bête que ça. Hein. Le cerveau essaie de traiter la panne, si tu veux. Et donc, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Non, ça marche pas, il y a toujours un conflit, on revomit. Mais au bout d'un moment, non mais c'est vrai, au bout d'un moment, tu vas t'adapter, tu vois. Donc le cerveau va débrancher des signaux, en rebrancher d'autres, faire un peu son boulot, et puis ça marche bien. Nous, c'est ce qui nous arrive dans la station spatiale. Sauf que quand tu reviens au sol, tu n'es plus adapté. Tes signaux, tes câbles, ils sont branchés n'importe comment là-haut, quoi. Et donc, moi, je me rappelle quand tu bouges la tête, quand je bougeais la tête en rotation comme ça, j'avais l'impression que la salle partait en rotation comme ça, quoi. Et ça, c'est pas hyper génial parce que, en fait, dès que tu t'assieds, moi, je me rappelle pour se coucher, je vais vous faire une petite démonstration. Tu vois, je me disais, bon, on va se coucher sur le lit comme ça, tu vois. Donc, tu arrives, tu fais une rotation comme ça. Donc, déjà, là, la pièce, elle fait un looping. Après, tu t'assieds. Donc ça te fait un peu une rotation comme ça, tu remets les jambes dans le sens du lit, une autre rotation, et après tu pars en arrière pour mettre ta tête sur l'oreiller. À chaque fois que je me couchais, je vomissais, tout le temps. Ouais, mon premier vol, ouais, au début. Et après le cerveau se dit on va quand même pas faire ça tout le temps. Et j'ai fait ça pendant 12 heures. Et après, tu vois, tu crois que t'es bien. Après, je me disais, c'est bon, là, j'ai plus rien du tout. Je prenais un peu trop la confiance et je rebougeais la tête. Et là, catastrophe à chaque fois, quoi. Ouais, et après tu t'adaptes. Voilà, alors je te fais une réponse très très longue, mais tout ça pour dire que ça m'a pris 12 heures, le premier vol. Le deuxième vol, j'étais bien tout de suite, t'as vu, en descendant de l'avion, là je marche, tout va bien, etc. Même en montant dans l'avion, je suis monté en marchant tranquillement, donc tu vois, je sais pas, même pas 30 minutes, quoi. Et après, la force, tu la récupères en retournant à la salle de sport. Cardio, pareil, la coordination, l'équilibre. Il faut, moi je dirais, au bout de 30 jours, t'es à 95%. Après, si tu veux vraiment revenir à 100%, il faut un peu plus longtemps, quoi. Parce qu'après, la progression, elle est plus lente. Mais au début, en même pas un mois, tu es quasiment revenu d'attaque. Ouais. Bonjour, Monsieur Pesquet. Vous sensibilisez beaucoup à l'environnement. On a vu dans la presse que le télescope John Webb a été impacté par une micro-météorite. La station internationale est entourée de débris. Quelle est votre sensibilité par rapport au syndrome de Kessler? Et pensez-vous que face à la privatisation de l'espace et le lancement de nombreux satellites avec la pollution lumineuse et d'autres événements promotionnels, quelle est votre sensibilité par rapport à tout ça?
Alors, c'est une bonne question. Il y a plein de choses dans ta question. La micrométéorite, c'est d'origine naturelle. Hein. C'est pas forcément d'origine humaine. Hein. Donc ça arrive malheureusement tous les jours. Il y a des petits bouts de cailloux dans l'espace qui sont là. C'est pas nous qui les avons mis, quoi. Donc là, pour ce qui est du John Webb, du télescope, c'est un peu une autre thématique. Autour de la station spatiale, c'est vrai qu'il y a des débris en orbite basse. Mais nous, dans la station, c'est pas vraiment autour de nous, quoi. Il n'y a pas un nuage de débris et on vole pas au milieu. Hein. C'est pas la navigation entre les astéroïdes. En 15 ans, on a fait 3 manœuvres pour éviter des débris. C'est pas si souvent que ça. Cela dit, c'est évidemment un problème qu'il faut traiter. On a des principes à l'agence spatiale notamment qu'une mission spatiale ne doit pas générer de débris. Donc depuis la conception jusqu'à la fin de mission, c'est surtout la fin de mission qui est problématique parce qu'il faut du carburant pour ramener le satellite dans l'atmosphère, le faire brûler et qu'il soit détruit, quoi, qu'il laisse rien derrière. Donc on garde du carburant à la fin des missions, on fait la conception de la mission exprès pour ça, et on a des accords avec nos partenaires pour que tout le monde fasse un peu la même chose et que ça soit vertueux. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte. Le souci, c'est plutôt les nouvelles nations émergentes dans le spatial, qui n'en sont pas à ce niveau-là de préoccupation, mais qui vont y venir. Parce que ce qui se passe avec les débris spatiaux, c'est pas tellement qu'on pollue un milieu où il y a la vie, si tu veux, c'est un milieu inerte où tu vas mettre un bout de métal, donc c'est pas génial. Mais c'est pas comme verser de l'huile de vidange dans un petit endroit de nature. Ce qui se passe, c'est qu'on gêne notre activité à nous, si tu veux. Et donc tout le monde, au bout d'un moment, se rend compte que c'est dans l'intérêt de personne, quoi. Et là, pour ça, on est assez chanceux parce que voilà, ça va se faire de manière pas naturelle parce que c'est du boulot, mais que je pense que les gens ont quand même bien compris ça. Les gens qui envoient des satellites dans l'espace, les premiers impactés par les débris spatiaux, c'est eux-mêmes. C'est pas tellement Monsieur Tout le Monde. La pollution lumineuse, c'est un autre sujet. C'est vrai que les astronomes ou les gens qui regardent, qui font des photos avec des longs temps de pause, etc., peuvent être gênés par des objets qui passent dans l'espace. Ça, malheureusement, il n'y a pas de réglementation internationale sur le sujet, quoi. Et tant qu'il n'y a pas de réglementation internationale, c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. Donc avec l'ESA, justement, nous, notre approche, c'est pas tellement de laisser le système privé décider pour lui-même, c'est d'essayer d'un peu de réglementer et puis de parler à tout le monde, mettre tout le monde autour de la table et de trouver des solutions, quoi. Et ça, c'est un effort qui est en train de se faire. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais vous lire des questions des personnes qui sont dans les autres salles. Oui, oui, c'est vrai qu'on a plein de monde qui nous suit dans les autres salles aussi. Donc, on a une question d'Audrey qui vous dit « Vous avez fait un voyage extraordinaire dans l'espace, dans tous les sens du terme, en différents espaces géolocalisables. Je souhaitais savoir ce qu'il en est du voyage intérieur d'un être en apesanteur. Sachant que nous sommes aussi faits d'émotions, de sentiments et de ressentis, comment avez-vous nourri, vécu ces différents espaces-là » Oui, c'est une bonne question. Écoute, je crois que ça te change un peu d'aller dans l'espace. Il y a plein de choses qui se passent en fait. Moi, vraiment, ce qui s'est passé, alors on n'est pas des gros bourrins, mais on est des gens quand même très très stables, si tu veux, quand tu vas dans l'espace. Donc, moi, j'ai vu personne qui entrait dans des grands moments de contemplation, qui avait une épiphanie un peu profonde, etc. On n'a pas tellement ce genre de caractère. On n'est pas hyper contemplatif, on est plutôt actif. Mais néanmoins, moi, je trouve que ça change pour plusieurs raisons. Il y en a une, vraiment par rapport à l'environnement, ça te fait prendre conscience des choses. Ça, je l'ai dit beaucoup depuis ma première mission, mais de mettre ces phénomènes globaux comme le changement climatique, qui sont difficiles à se représenter quand même. Ça se passe sur des échelles de temps, sur des échelles géographiques qui sont immenses en fait. Donc on se dit, bah oui, ok, on a bien compris, mais quelque part, on ne peut pas vraiment le toucher. Et on est fait, nous, pour toucher les choses, on est des animaux un peu basiques, on est fait pour vraiment réagir à ce qui nous entoure. De mettre tous ces trucs-là à l'échelle humaine, à l'échelle où tu peux le percevoir avec tes sens, ça fait quand même un effet qui est complètement différent. Et c'est ça que j'essaie de raconter sur le côté environnement. Après, il y a quand même une espèce de, je ne vais pas dire confiance dans l'être humain, mais tu sais, quand tu vois la station spatiale, ce truc, c'est tellement compliqué. C'est hallucinant. Franchement, tu le vois en vidéo, ok, d'accord, en vidéo, tu vois des films, tu peux voir tout et n'importe quoi, mais quand tu le vois en vrai, la première fois que tu le vois en vrai, tu prends une grosse claque. C'est la guerre des étoiles. C'est un truc qui est suspendu dans le ciel, qui fait 70 mètres, qui est hyper compliqué et qui a été construit par des gars qui ne sont jamais vus dans tous les coins de la Terre, qui ne parlent même pas la même langue et qui ont décidé un jour
de se dire on va coopérer, on va faire de la recherche scientifique, et puis on va mettre ce truc incroyable dans l'espace, dans les conditions les plus difficiles possibles. Si tu veux, quand tu vois qu'on a réussi à faire ça, pour des raisons pacifiques, pour des raisons de recherche, tu te dis quand même on a les capacités de faire plein de trucs, quoi. Donc en revenant, moi personnellement, parce que toi quand tu vas dans l'espace et quand tu reviens, tu te dis quand même ça te donne confiance en toi, mais ça me donne aussi confiance en tout le monde, tu vois. Je me dis quand on se donne les moyens de trouver des solutions, quand même on y arrive. Une deuxième, penses-tu qu'il y a une vie d'extraterrestre? Pas aux alentours de la station spatiale, c'est sûr, on n'a rien vu de spécial. Parce qu'une fois on a vu un truc, j'ai vu un truc un peu blanc, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et en fait je me suis rendu compte que c'est un truc qui avait été perdu pendant une sortie extravéhiculaire, c'est nous qui l'avions mis si tu veux. Donc, non, mais après, tu sais, l'univers, c'est tellement grand, on découvre des exoplanètes tous les jours qui ont à peu près les bonnes conditions de pression, de température, d'éloignement par rapport à leur étoile. La vie sous des formes un peu bactériennes, des formes qu'on ne sait pas forcément. Oui, je pense. Personne s'interdit en tout cas à se dire qu'il y a la vie quelque part. Enfin, il y a très très peu de gens qui concluent que non, forcément pas, quoi. Une troisième question? Non? Bonjour. Attends, tu es où? Ah, je te vois, ok. Je voulais savoir s'il y avait beaucoup de différences de pilotage entre le Soyouz et le Dragon. C'est quoi la médaille autour du cou, là? Ah, ça, j'ai fait une course avec l'école et on a reçu une médaille. Bravo. Ouais, il y a pas mal de différences de pilotage. Si tu veux, c'est comme entre un vieil avion et un avion tout neuf. Tu vois, le dernier Airbus A350, il est super bien, il y a des grands écrans, etc., des commandes de vol électriques. Alors les avions à l'ancienne, c'est pas la même histoire. C'est un petit peu pareil. Le Dragon, tu as vu, c'est hyper automatisé. Il y a 3 grands écrans. Il n'y a même pas de manette en fait. C'est tout en automatique tout le temps. Si tu as besoin de reprendre la main manuellement, tu le pilotes à travers l'écran. Comme sur un iPad, quoi. Tu le pilotes à 2 doigts. C'est un peu bizarre au début, hein. Tu contrôles, tu as des commandes qui apparaissent sur l'écran et tu le contrôles comme ça au doigt, comme tu le ferais sur un jeu vidéo iPad. Donc au début, quand tu es pilote, je peux dire, il faut s'adapter un petit peu. Mais en même temps, ça marche super bien. Tout est, ça te représente la trajectoire en 3 dimensions, c'est super bien, tu vois ce qui va se passer dans le futur, etc. Enfin, ça te représente tout ça. Le Soyouz, il n'y a rien, c'est vraiment complètement à l'ancienne. Après, pour la rentrée atmosphérique, le Dragon, tu n'as pas de possibilité de le piloter manuellement. C'est uniquement contrôlé par l'ordinateur de bord. Le Soyouz, tu peux le contrôler manuellement et tu as même un mode balistique où là, tu tombes comme un caillou. Tu vois, d'un côté, c'est plus à l'ancienne, mais c'est super robuste, quoi. Tu as plein de systèmes qui sont doublés, qui sont triplés, où tu as plusieurs modes de contrôle. Moi, je me suis plus éclaté à faire l'entraînement pour le Soyouz qu'à faire l'entraînement pour le Dragon. Ouais. Bonsoir Thomas, merci d'avoir fait escale en Martinique. Moi, je m'intéresse à l'olfaction et à l'odorat. Et je voulais savoir déjà les odeurs présentes dans l'ISS, est-ce qu'il y en a? Aïe, aïe, aïe. Et puis, je voulais savoir également si au cours de vos expériences à bord, il y avait des thématiques effectuées sur l'odorat, est-ce qu'il est modifié? Et si vous aviez aussi des trucs ou des systèmes pour vous ancrer à la Terre par des effets olfactifs pour revenir un petit peu à l'essentiel quand le moral peut baisser ou que ça va moins bien. Ouais. Alors, blague à part, c'est une très bonne question. Je dis aïe 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 parce qu'évidemment, c'est un milieu confiné, c'est un milieu fermé, donc c'est comme un sous-marin ou un avion de ligne. Tant que tu es dedans, ça va, mais je crois que en fait, ça sent pas forcément très très bon. Après, moi je me rappelle, en rentrant dans la station, j'avais l'impression que ça sentait l'encens. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu les 2 fois cette espèce d'impression bizarre où il y avait une odeur d'encens. Après, ça se dissipe un petit peu, après tu t'habitues, ça sent rien de spécial. Quand tu as un véhicule qui vient de l'extérieur, si tu veux, qui vient s'arrimer et que tu ouvres le sas, donc ce que tu vois, c'est une partie qui a été en contact avec l'espace, et ça sent, moi je trouve que ça sent comme l'été sur la plage quand les gens se sont mis beaucoup au soleil. Il y a une espèce d'odeur, pas de brûlé, mais de chaud, tu vois, qui est hyper caractéristique. Parce que, évidemment, c'est du métal qui a été mis, qui a été au soleil, donc qui est monté à des températures assez élevées. Voilà pour ça. Il y a, sur le côté changement olfactif, en fait, oui, mais parce que t'as les fluides qui se répartissent différemment dans ton corps.
Sur Terre, tu as évidemment les fluides qui tombent plutôt dans les jambes. Le cœur, lui, son boulot, c'est d'approvisionner le cerveau, parce que c'est ça qui doit avoir du sang. Le reste, on s'en fout un peu, mais le cerveau, si tu arrêtes de l'approvisionner en sang pendant trop longtemps, terminé. Donc le cœur, son premier boulot, c'est de t'envoyer tout dans la tête. Et ce qu'il fait très bien, y compris en apesanteur, mais là, il n'a pas à se battre contre la gravité. Du coup, tu as la tête comme ça au début. Tu regardes les astronautes, même ça se voit physiquement, ils sont gonflés. Et tu peux avoir mal à la tête, etc. Et donc, tu as le nez un peu pris, tu as la tête un peu prise, et là, tu sens pas bien les odeurs au début. Mais ensuite, ça s'arrête. Voilà, tu as des gens qui disent... Moi, j'ai eu plein de collègues qui me disaient, on sent pas bien le goût. Et le goût, l'odorat, ben, évidemment, on sait que c'est lié. Et moi, j'ai pas trouvé. C'est juste que la nourriture est pas bonne, donc évidemment. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de gras, parce qu'il faut que tout soit sain, faut que tout. Donc ça a aucun goût. Donc évidemment, les gens me disent, tu verras, dans la station spatiale, on n'a plus de goût. Je dis, bah non, c'est juste qu'on mange n'importe quoi. Mais voilà, moi, j'ai pas trouvé. Et après, la fin de ta question, est-ce qu'on a des expériences, alors pas spécifiquement, mais tu vois, par exemple, les piments qu'on faisait grandir, bah ça sentait la verdure, la nature, etc. C'est le seul truc comme ça dans la station spatiale. Donc chaque fois, c'était derrière une vitre, et même la vitre, elle était derrière une paroi. Donc de temps en temps, fallait arroser ou nettoyer un peu les trucs. Et chaque fois qu'on l'ouvrait, les gens venaient parce que tu prenais une bouffée d'air frais, c'est un peu ambitieux, mais ça sentait un peu la nature, la végétation, qui est un truc que tu n'as pas du tout pendant toute la mission. Et pour finir, il y avait un parfumeur parisien qui est fan d'espace et qui voulait absolument nous envoyer du parfum dans la station spatiale, alors du parfum qui sent bon, mais aussi des odeurs spécifiques. Il nous demandait qu'est-ce qu'on aimait bien, et en fait, on n'a pas trop eu le temps de s'occuper de ce truc-là, mais en fonction de la nationalité, de l'origine et d'où venaient les gens, il a essayé de recréer des odeurs qui nous rappelaient plus ou moins la nature ou la maison. Malheureusement, la NASA a dit non, on va pas les envoyer. Peut-être la prochaine mission. Ouais. Alors moi, je voulais savoir si ça vous est déjà arrivé d'avoir des pannes moteurs et électriques. Si oui, est-ce que ça doit être difficile à réparer ou pas? Alors des pannes moteurs, non, heureusement, j'ai envie de dire, mais non, on n'en a pas eu. Pendant mon premier vol en Soyouz, on devait faire des tests, et puis finalement des tests moteurs, et ça n'a pas marché dans le Soyouz, avant d'arriver à la station spatiale. Mais c'était pas un problème de moteur, c'était plutôt un problème d'informatique. À bord de la station non plus, mais dans la station, on ne se sert quasiment jamais des moteurs. La station, tu vois, elle tourne autour de la Terre de manière un peu inerte. Juste de temps en temps, on réaccélère pour remonter son orbite. Tous les jours, on perd 50 mètres d'altitude. Et en fait, tous les 3-4 mois, la manière dont on regagne cette altitude, c'est en accélérant. Et donc ça, alors excuse-moi, je ne réponds pas à ta question, mais c'est marrant. La manière dont ça se passe, c'est pendant qu'il y a une accélération de la station, toi, si tu touches à rien, si tu touches à aucune paroi, ben toi, tu n'accélères pas. Si tu veux. La station, elle se pousse elle-même avec ses moteurs, mais toi, si tu la tiens pas, elle ne pousse pas. Donc tu te mets, on s'amuse à se mettre au milieu, attendre qu'elle accélère, et là, tout d'un coup, paf, tu as l'impression de partir vers l'arrière de la station, mais en fait, tu pars pas. C'est la station qui te laisse derrière, quoi. C'est la station qui accélère autour de toi, quoi. Et ça, c'est hyper typique. Bon, enfin bref, je réponds pas du tout à ta question, excuse-moi. Donc on n'a pas eu de panne moteur, des pannes électriques, on en a eu, mais pas des pannes électriques majeures. Le seul truc qu'on a eu à gérer, c'est qu'on a perdu un moment l'orientation de la station. Donc la station a commencé à faire un peu des loopings. Et là, si tu fais ça, tu perds l'éclairage de tes panneaux solaires. Là, tu n'as plus d'énergie électrique. Et là, tu es obligé de couper des systèmes. Donc on a eu à faire ça. C'était pas une vraie panne. Les systèmes marchaient bien. C'est juste qu'on a été obligé de les couper. Et à la fin, tu te retrouves avec beaucoup moins que ce que tu devrais avoir. Voilà. Donc oui, c'est compliqué à gérer, mais c'est toujours géré avec le centre de contrôle. Si nous, on n'est pas expert de rien. Mais au centre de contrôle, à chaque siège, tu as un gars qui est expert de l'électrique, expert du moteur, expert de la propulsion, expert de la navigation, etc. etc. Voilà. Bonjour. Bonjour. Il y a 3 mois, un équipage russe a rejoint l'ISS sur son conflit armé. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Ah pardon, excuse-moi. Ah, ça marche pas? Si, ça marche, c'est juste que j'écoutais pas en fait, excuse-moi. Il y a 3 mois, il y a un équipage russe qui a rejoint l'ISS sous fond de conflit armé. Ouais. Du coup, je me demandais qu'est-ce que tu en pensais et comment ça se passait la relation dans l'ISS avec justement des généraux de pays autoritaires. Ouais. Eh ben, écoute, ça se passe, bizarrement, non, je sais pas si on peut dire bizarrement, mais ça se passe très bien. Hein. Tu sais, entre nous, t'as vu, on est des frères, hein, des frères et des sœurs, vraiment. C'est des mecs, on a fait des stages de survie ensemble, on s'est invités les uns chez les autres, les familles se connaissent. Vraiment, ça crée des liens d'aller dans l'espace. Plus tu vis des choses compliquées ensemble, plus ça crée des liens. Donc nous, on se connaît, on est amis. Les gens,
il n'y en a aucun qui est pour la guerre, on va dire ça de manière assez basique. Et tout le monde se dit que c'est quand même mieux de coopérer, donc tu vois, on fait marcher le truc, quoi. Dans la station, évidemment, c'est comme sur un bateau, il y a des sujets que c'est la religion, la politique, c'est jamais des bonnes idées, dans les cockpits d'avion non plus, enfin, il y a plein d'endroits où c'est mieux d'éviter. Ça se fait naturellement, si tu veux. Les gens, ils ont tendance, je pense qu'on est sélectionné pour ça, ils ont tendance plutôt à parler de ce qui les rapproche que parler de ce qui les oppose. Tu vois, c'est pas des professionnels du débat dans la station spatiale. Heureusement, t'imagines à chaque fois, non mais je pense que c'est pas d'accord, je pense que... Mais pourquoi tu dis ça? Permets-moi de te contredire, t'imagines 200 jours. Donc on y arrive comme ça. Les centres de contrôle aussi ont besoin de travailler ensemble, donc ils arrivent à travailler ensemble. C'est des gens qui se connaissent aussi depuis 10, 20, 25 ans. Par contre, à haut niveau, entre les agences, entre les gouvernements, là c'est clair que c'est difficile. Aujourd'hui, dans la station spatiale, on met en œuvre des accords qui ont été faits il y a très longtemps, si tu veux, et on les honore. Par contre, en ce moment, on n'engage pas les accords de la suite, ça c'est sûr. Donc les résultats de ce qui se passe en ce moment, tu le verras dans 5, 10, 15, 20 ans. Et c'est quand même très probable que pour la suite de ce qu'on fera, les Russes n'en feront pas partie. Qu'il y aura à peu près la même coopération, mais sans eux, quoi. Malheureusement. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonjour. Alors madame, vous avez le privilège et l'énorme pression de poser la dernière question, on vient de me le dire. Bon, pas la pression du tout, la dame, elle est là. Oui, bon, ça change rien. Bon, de toute façon, ma question est simple. Peut-être que quelqu'un pourra en poser une autre derrière. Je ne sais pas, on verra. En fait, je voudrais revenir... d'abord, bien sûr, merci pour cet échange qui est un immense privilège pour nous tous. Je voulais revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est la question du temps. À plusieurs reprises, vous disiez que tel senti a duré tant de temps. Or, je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que le temps se déroulait de la même manière sur la station que sur Terre. Et sinon, ou si oui, comment vous le mesuriez? Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas le lever du soleil ni le coucher pour vous indiquer cela. Et quand vous êtes revenu, est-ce que vous avez vieilli d'autant que si vous étiez resté sur Terre? Oui, c'est carrément pas une question simple du tout, madame, merci. Mais alors pour essayer d'y répondre, en fait la théorie de la relativité, enfin, je suis pas du tout un physicien, donc il y en a plein, ils vont dire, il dit n'importe quoi, mais je pense que c'est à peu près ça, de manière globale. En gros, plus on va vite, plus on peut distordre un peu l'espace-temps. Donc en gros, le temps se distend en volant très très vite, mais très très vite, ça veut dire proche de la vitesse de la lumière. Et nous, on en est très 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 loin. Donc on va à 28 000 km/h, c'est quand même pas mal, mais on n'est quand même pas, c'est 300 000, voilà, secondes, donc c'est quand même beaucoup plus vite. On voit qu'il y a des pros. Et donc, en fait, il y a des gens qui se sont amusés à faire le calcul, et sur une mission de 6 mois, donc sur 200 jours, la différence, parce qu'il y a quand même une petite distorsion qui se fait, même si on ne va pas assez vite, c'est un truc comme 4 millisecondes. Donc moi, madame, je suis plus jeune de 4 millisecondes que si j'étais resté sur Terre. Voilà. Et après, excusez-moi, il y avait une deuxième partie. Et ben sinon, on choisit une heure, on choisit un méridien, on a pris l'heure universelle. Et puis, évidemment, il y a des levées de soleil, des couchers de soleil tout le temps, toutes les 90 minutes. Donc, on allume la lumière le matin et on l'éteint le soir, quoi. On fait des journées normales. C'est pas tellement pour nous, mais c'est plutôt pour les gens du centre de contrôle, parce qu'il y a plein de gens partout dans le monde qui doivent suivre ça. Donc, tout est à horaire un peu millimétré. C'est quand même assez précis. Et du coup, on a choisi une référence et c'est celle-là, quoi. Voilà. Merci. Alors, une dernière question. Pour un enfant, il paraît. On m'a dit pour un enfant. Combien de temps ça a pris pour atterrir? Ah, tu es là. En fait, combien de temps vous avez pris pour atterrir? Il se dépêche de poser la question des fois qu'on lui prenne le micro. Combien de temps ça a pris pour atterrir sur la Terre? Le retour, on a mis 6 heures. 6 heures à peu près, un peu plus de 6 heures. Voilà, et il y avait des trajectoires qui duraient 54 heures, mais nous on préférait celle de 6 heures parce qu'en plus on avait les toilettes en panne. Donc, véridique, les toilettes en panne pendant 6 heures, ça va à peu près. Les toilettes en panne pendant 54 heures, ça aurait posé d'autres problèmes.
Excusez-moi. Je sais que vous avez dit dernière question 2 fois, mais jamais 203. Donc une question pour les étudiants. Quel conseil allez-vous donner aux étudiants pour comme cursus s'ils veulent devenir astronautes? D'accord. Alors on va vraiment finir avec celle-là parce qu'après c'est moi qui me fais disputer. Et ça c'est une bonne question pour ouvrir un peu pour la suite. Et c'est pour ça qu'on est venu aussi un petit peu. En ce moment, il y a une sélection d'astronautes en Europe là. C'est la première qu'il y a eu depuis 2009. Moi j'étais sélectionné en 2009 et là il y en a une en 2022, une fois tous les 13 ans. C'est pas beaucoup. Et ce qu'il faut, ce que moi j'essaie d'expliquer, c'est pour devenir astronaute, il n'y a pas de cursus spécifique. Tu vois, il n'y a pas d'école d'astronaute. Mais il faut en général avoir une formation scientifique ou technique. Ça, c'est quand même important. Tu as vu, le monde dans lequel on évolue, il est quand même un peu compliqué, donc il faut avoir un peu le bagage pour le comprendre. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut, je sais pas, plutôt des maths, de la physique, de la biologie, de la médecine, quelque chose de scientifique, de technique, ça c'est important. La deuxième chose, c'est le côté opérationnel. Opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à définir, mais ça veut dire il faut pas avoir fait que de la théorie, si tu veux. Il faut avoir, à un moment donné, avoir été sur le terrain ou avoir été te mettre en danger, enfin, peut-être pas en danger, mais que tes actions elles aient des vraies conséquences. Donc ça, évidemment, quand tu es pilote, c'est le cas, mais c'est pas que ça. Tu as des gens qui sont dans l'armée de terre qui deviennent astronautes. Tu as des gens qui sont allés faire de la recherche sur les virus en Afrique. Tu as des gens qui sont allés sur des plateformes pétrolières offshore. Tu as des gens qui ont travaillé sur les volcans, etc. Donc il faut un peu avoir été confronté à des environnements, je ne veux pas dire dangereux, mais on va dire réels. Ça, c'est le deuxième truc. Et le troisième truc, c'est les langues étrangères et le côté international. Voilà, il faut ça aujourd'hui parce que à l'Agence spatiale européenne, ça parle toutes les langues et tu vois, on est avec les Américains, les Russes, demain les Chinois, les Indiens, etc. Si tu as ces 3 trucs-là, tu peux t'inscrire à la sélection. Et ce que moi je voulais dire aussi particulièrement, c'est que je pense que honnêtement, moi j'ai failli pas m'inscrire à cette sélection si tu veux, parce que c'est un ami qui m'a dit ouais tu devrais t'inscrire. J'ai dit bah non, la sélection d'astronaute c'est quand même super fort, il faut être Superman, etc. Et puis en fait non, je cochais toutes les cases, tu vois, sans le savoir. Et il faut vraiment pas se censurer. Ça c'est valable pour la sélection d'astronautes, mais pour plein de trucs. Moi quand j'ai fait le concours de pilote, c'est un concours gratuit que faisait Air France tous les ans, ils le font plus. J'étais étonné parce qu'il y avait que 800 personnes qui s'étaient inscrites. Je me disais mais attends, il y a plus de 800 personnes qui ont envie de devenir pilote, c'est un métier génial. Mais c'est juste que les gens ils se censurent un peu eux-mêmes, ils se disent ah non mais ça doit être trop dur, ah non mais j'y connais rien, etc. Donc vraiment ça il faut pas le faire et c'est ça qu'on va dire demain aussi aux étudiants, il faut se lancer, il y a plein de possibilités, il y a plein d'options un peu partout et il faut se lancer sur le chemin quoi. Tu sais pas forcément où le chemin va t'amener, c'est d'ailleurs même probablement pas à l'endroit où tu avais prévu d'arriver, c'est très rare en fait les chemins tout tracés, mais en tout cas ce qui se passe c'est que quand tu t'engages sur le chemin, il va y avoir des bifurcations, il va y avoir des opportunités que tu n'avais pas prévues, que tu n'avais pas identifiées, et tu vas avancer comme ça. Et tu arriveras forcément quelque part. Le pire truc, c'est de pas s'engager sur le chemin en se disant ah non mais je sais pas, ou alors oh là là ça fait peur, ou je sais pas trop. Donc c'est pas facile, il faut des gens pour t'aider, pour te conseiller, etc. Surtout quand tu es jeune. Mais c'est important de se dire voilà, je vais essayer ça, je vais me lancer, je vais faire ce concours, ça marche pas, mais c'est pas grave, je vais rencontrer une personne qui me dit tiens t'as vu il y a aussi ça, etc. Il faut vraiment essayer de se lancer quoi. Ça c'est valable pour le métier d'astronaute, mais pas que. Moi je suis super content parce qu'aujourd'hui à la sélection d'astronautes, il y a sur 21 000 candidats, il y a plus de 7 000 Français et Françaises. Plus du tiers sur toute l'Europe. Hein. Les Allemands, 2500 candidats. Ils ont plus de population que nous. Les Français, 7 000. C'est parce que depuis 10 ans, je dis aux gens, mais lancez-vous, essayez. Le seul truc qui puisse t'arriver, c'est que ça réussisse, quoi. Si ça réussit pas, c'est pas grave, t'as rien perdu. Si ça réussit, t'as tout gagné. Donc faut se lancer. Voilà. On va finir là-dessus, je pense. Merci à tous pour vos questions. Bien, merci Thomas Pesquet, merci pour cette ovation bien méritée. Pour terminer cette masterclass de Thomas Pesquet, je vais, comme au début, on a ouvert la masterclass par le président de l'Université des Antilles, je vais à nouveau appeler monsieur le professeur Michel Geoffroy pour clore cette masterclass. Merci Pascal. Merci au public, merci à Thomas Pesquet pour son dynamisme, sa tonicité, ses échanges passionnants. Et on ne pouvait pas le laisser partir sans lui offrir un petit souvenir personnalisé de la part de l'Université des Antilles, un souvenir de l'Université de la Martinique,
peut-être pas adapté pour la station spatiale, plus adapté pour les longues soirées d'hiver, peut-être à Cologne ou ailleurs. Donc voilà, vous avez tous compris, je pense. Donc voilà, avec tous nos remerciements. Merci beaucoup. Merci. Alors, oui, c'est un livre, ça c'est un livre. C'est un livre. Merci. Merci à tous, merci. S'il vous plaît, pour des raisons de sécurité, merci de rester à votre place, s'il vous plaît, à vos places, merci. S'il vous plaît, pour permettre à Thomas Pesquet de partir, je vais vous demander de rester à vos places et dès qu'il aura quitté l'amphithéâtre, vous pourrez sortir. Il faut vraiment y aller parce que sinon il va... Montez avec lui alors. Montez avec lui. Vous auriez dû me dire ça avant, on l'aurait fait. Alors juste vous rappeler, parce que vous imaginez bien qu'une telle organisation, ça a nécessité quand même un engagement de la part de l'université. Il faut remercier vraiment toutes les personnes que vous n'avez pas vues, mais qui sont à l'origine de cette manifestation, tous les services informatiques de l'université, la DSIN, tous les services des différentes composantes des différentes facultés qui sont à l'origine de tout cela, et vraiment remercier tout le personnel de l'Université des Antilles. Merci pour elle.